Les années 70 ont été la décennie où le cinéma a changé à jamais. Et celle d'où sont sorties, sans exagération, les meilleures œuvres de toute l'histoire du cinéma. Une époque où les grands studios ont perdu le contrôle. Et où les réalisateurs l'ont pris. En faisant un cinéma plus rebelle, plus audacieux, plus personnel, le monde vivait des guerres, des crises, une perte de confiance. Et le cinéma a tout absorbé. La violence, le sexe, la politique, la folie, la beauté. Des images qui vibrent encore 50 ans plus tard. Madam. Oh, Luke, I haven't got time to go to no stonings. He's not well again. Pour beaucoup, la meilleure comédie de l'histoire. À une époque de fanatisme religieux et de répression morale, les Monty Python ont lâché une bombe déguisée en comédie. La vie de Brian est bien plus qu'une parodie biblique. C'est une critique acérée des dogmes, de la pensée de masse et de la stupidité collective. L'humour est aussi absurde qu'intelligent, et chaque scène a vieilli avec une lucidité brutale. Cette scène surréaliste, où un homme veut soudain devenir une femme, est aussi ridicule que prophétique. I want to be a woman. It's every man's right to have babies if he wants them. But you can't have babies! Don't you oppress me. Elle a anticipé de 40 ans l'ère du woke. De la crucifixion musicale au sermon mal interprété, tout dans ce film respire l'irrévérence et la liberté créative. Et même s'il a été censuré dans une grande partie du monde, aujourd'hui, il est considéré comme l'une des comédies les plus brillantes jamais réalisées. Parce que parfois, pour dénoncer ce qu'il y a de plus sérieux, il faut le faire en sifflotant, cloué sur une croix. Tout le monde aime les histoires de vengeance, mais rares sont celles aussi élégantes, aussi hypnotiques, aussi parfaitement racontées que l'arnaque. Alors que le nouvel Hollywood explorait la violence et le désespoir, ce film a pris le contre-pied. Il a misé sur l'intelligence, le style et le charisme. Redford et Newman déploient un charisme qui n'existe plus aujourd'hui, et chaque scène est une arnaque dans l'arnaque. Un jeu d'apparence où personne n'est ce qu'il semble être, et où le spectateur a toujours un train de retard. La bande-son ragtime n'est que la façade joyeuse d'un monde pourri de mensonges. Le montage est chirurgical, le rythme impeccable, et le scénario tout simplement parfait. Même sa légèreté apparente est un déguisement. L'arnaque ressemble à une comédie d'époque, mais c'est un thriller déguisé en sourire. Et quand on croit avoir tout compris, le film nous trompe une dernière fois, avec l'un des meilleurs twists de l'histoire du cinéma. Le film qui a déclenché la peur de la mer et des requins dans le monde entier. Avant Les Dents de la Mer, la peur était psychologique. Après, elle est devenue primitive, physique, instinctive. Spielberg, à seulement 27 ans, a transformé un tournage chaotique en chef-d'œuvre du suspense. Le requin mécanique tombait en panne. Mais cette panne est devenue un coup de génie. Le monstre est devenu invisible, et donc bien plus terrifiant. La tension monte lentement. Chaque note de John Williams est une aiguille dans la nuque, et le spectateur est piégé sans s'en rendre compte. Mais au-delà de la peur, Les Dents de la Mer a inventé quelque chose, le blockbuster. Il a changé l'industrie. Il a changé la manière de sortir un film, de le vendre, de le voir. Et il a prouvé qu'un film grand public pouvait aussi être une expérience cinématographique totale. Depuis sa sortie, personne n'est plus jamais entré dans l'eau sans regarder en dessous. Parce que la peur, soudain, était réelle. Il y a des films qui ne se regardent pas, ils se subissent. Cris et chuchotement en fait partie. Bergman nous enferme dans une maison étouffante où la douleur physique et la souffrance existentielle se confondent en une seule plaie. Le rouge envahit chaque recoin, comme si le film saignait de l'intérieur. 3 sœurs, un passé gangrené, et une femme qui agonise face à l'indifférence émotionnelle de ses proches. La caméra se déplace comme un fantôme, capturant les gestes, les tremblements, les silences. Chaque plan est un cri étouffé. Et au cœur de l'horreur surgit l'insupportable, la vérité. Celle qui se cache dans la famille, dans les souvenirs, dans la culpabilité. Il n'y a pas de salut, pas de consolation, seulement la chair, la mort et le silence. Bergman ne filme pas une histoire, il filme l'âme. Et ce qu'il montre ne s'oublie jamais. Pour son premier film, Terrence Malick a fait ce que personne n'attendait.
filmer le crime comme un rêve. La balade sauvage n'est pas juste l'histoire d'un couple en cavale meurtrière. C'est une fable étrangement belle sur la banalité du mal. La violence est là, mais elle ne crie jamais. Elle flotte. La voix off de Sissy Spacek donne à tout un ton innocent, presque enfantin, qui rend encore plus dérangeante la manière calme dont on tue. Martin Sheen se déplace comme James Dean, mais avec une arme. Le paysage devient un refuge, les meurtres une routine, et la mort une musique lointaine. La balade sauvage n'est pas un thriller. C'est un poème sombre sur la jeunesse, le vide et l'absurdité. Et c'est dans cette froideur lyrique que réside toute sa force. Un homme rencontre une femme. Ils se séduisent, se parlent, se disputent, se quittent. C'est tout. Et pourtant, Annie Hall a changé la comédie romantique pour toujours. Woody Allen a dynamité les codes avec une mise en scène libre, des monologues face caméra, des flashbacks absurdes, des souvenirs qui dialoguent. Diane Keaton incarne un nouveau type de femme au cinéma, excentrique, spontanée, insaisissable. C'est une histoire d'amour sans finale heureux, mais pleine de vérités douloureuses sur les relations, la mémoire et les instants qui nous transforment. Annie Hall est drôle, mélancolique, brillante. Et même si le monde de Woody Allen est très particulier, ses émotions sont universelles. Parce qu'aimer, parfois, c'est juste parler sans se comprendre. Et garder en soi un été qui ne reviendra jamais. Un homme entre dans une banque pour la braquer, et tout part en vrille. Ce qui devait durer 5 minutes devient un spectacle national. Police, télévision, otages, chaos. Et au centre de tout ça, un voleur qui veut seulement sauver la personne qu'il aime. Mais plus il tente de réparer les choses, plus il s'enfonce. Inspiré d'une histoire vraie, Un après-midi de chien est bien plus qu'un thriller. C'est une bombe émotionnelle déguisée en film de braquage. Sidney Lumet transforme la chaleur de New York en cocotte minute sociale. Et Al Pacino livre l'une des performances les plus à vif de sa carrière. Tremblant, désespéré, humain. La tension ne vient pas des armes, mais de l'effondrement psychologique d'un homme au bord du gouffre. C'est du cinéma politique, oui, mais aussi intime, viscéral. Un cri d'amour lancé depuis les marges du système. Car quand on n'a plus rien, même un braquage peut devenir un acte d'amour. Un explorateur russe s'enfonce dans la taïga sibérienne et y rencontre Dersu, un vieil homme qui vit en harmonie avec la nature. Il le sauve du froid, le guide à travers les forêts et sans un mot, lui enseigne une autre manière de regarder le monde. Ce qui commence comme un voyage géographique devient un voyage spirituel. Dans Dersu Uzala, Kurosawa quitte le Japon et le noir et blanc pour se livrer à la couleur, aux paysages ouverts et au silence. Mais l'essentiel reste là, l'honneur, la dignité, la mort. Ce n'est pas une histoire d'aventure. C'est une élégie sur l'amitié, le temps et le choc entre civilisation et nature. Dersu n'est pas un simple guide. Il incarne une façon d'être au monde qui ne trouve plus sa place. Et c'est dans ce conflit silencieux que le film trouve sa douleur. Kurosawa filme la nature comme une cathédrale, et l'homme comme un murmure à l'intérieur. Un ouvrier s'enfuit à la campagne avec sa compagne, à la recherche d'une vie meilleure. Mais au milieu des champs dorés, le désir, le silence et le mensonge poussent comme une peste invisible. L'histoire est minimale, mais l'atmosphère, elle, est tout. Les moissons du ciel ne se racontent pas, elles se contemplent. Chaque plan semble peint avec la lumière du jour. Les épis, le vent, les couchers de soleil. Tout est d'une perfection si calme que ça fait mal. Malick ne filme pas des scènes, il filme des moments. Des regards, des gestes, des doutes jamais exprimés. Et par-dessus tout, la voix off d'une enfant qui ne comprend pas ce qui se passe, mais le ressent. Il y a de l'amour, de la trahison, de la beauté. Et derrière tout cela, le sentiment que quelque chose de pur est sur le point de se briser. Rares sont les films aussi beaux et aussi tristes à la fois. Un poème visuel sur le désir, la perte et le silence de Dieu. Trois amis travaillant dans une aciérie, chassent le cerf le week-end et se préparent à partir à la guerre. Tout semble normal, jusqu'à ce que l'enfer arrive. Et quand ils rentrent, plus rien n'est comme avant. Voyage au bout de l'enfer est un film sur le Vietnam, oui. Mais ce n'est pas un film de guerre.
C'est un film sur ce que la guerre laisse à l'intérieur. Michael Cimino divise l'histoire en 3 actes. L'amitié d'avant, l'horreur pendant et le vide après. Chacun est plus dévastateur que le précédent. Robert De Niro est magistral, mais c'est Christopher Walken qui brise l'âme avec l'une des performances les plus douloureuses du cinéma. Et cette scène de la roulette russe reste insupportable. Ce film n'apporte pas de réponse, seulement des blessures, ouvertes, béantes. C'est un cinéma lent, dur, humain. Un portrait de la perte de l'innocence et de ce qu'il reste d'un homme quand il revient de la guerre, s'il revient. What is it? Le film d'horreur le plus légendaire de tous les temps. Une fillette de 12 ans commence à pourrir vivante chez elle. Aucun médecin ne peut l'expliquer. Aucune science ne peut l'arrêter. Quelque chose la dévore de l'intérieur. Et seul le diable semble avoir les réponses. L'Exorciste n'est pas un film d'horreur. C'est une malédiction filmée. Friedkin transforme l'invisible en chair, le mal en quelque chose de tangible, violent, horriblement réel. Tout fait mal. Les cris, les vomissements, les silences. Mais le plus terrifiant, ce n'est pas le démon, c'est l'absence d'issue. Le film ne cherche pas à faire peur, il écrase l'âme. Il te confronte à tes peurs les plus profondes quand la lumière s'éteint. Et il le fait avec une mise en scène millimétrée, un son démoniaque et une violence émotionnelle intacte un demi-siècle plus tard. Le voir ne fait pas peur, le voir fait mal. Un vaisseau cargo reçoit un signal inconnu depuis une planète lointaine. L'équipage descend pour enquêter. Il commet une erreur. Et ce qu'il ramène à bord, ce n'est pas la vie, c'est la mort, enveloppée de silence. Alien est la fusion parfaite entre science-fiction et horreur. Mais c'est aussi bien plus. Design biomécanique, tension sexuelle, paranoïa spatiale. Ridley Scott filme la peur comme un état physique, comme quelque chose qui respire derrière un mur. Le xénomorphe est un pur symbole. Agression, viol, accouchement, extermination. Tout à la fois. Et au centre de ce cauchemar industriel, une femme. Ripley. Froide, courageuse, seule. Alien n'a pas besoin de sang pour être brutal. Il lui suffit d'obscurité, de sueur et d'un bip constant qui t'empêche de respirer. Ici, personne ne t'entend crier. Car dans l'espace, la peur est absolue. Un détective privé accepte une mission qui semble simple. Suivre un mari infidèle. Mais dès la première photo, plus rien ne colle. Mensonges, cadavres, conspiration. Et une ville qui cache sa pourriture sous le soleil. Chinatown est le film noir définitif du XXe siècle. Tout y est, le détective, la femme fatale, la corruption. Sauf que cette fois, il n'y a pas de rédemption. Polanski dirige avec une brutalité sèche, sans fioriture. Chaque scène est une fausse piste. Chaque sourire, un piège. Jack Nicholson est magistral et Faye Dunaway brisé de l'intérieur. Le scénario de Robert Towne est un chef-d'œuvre, complexe, élégant et avec l'un des dénouements les plus cruels du cinéma. Dans Chinatown, personne ne gagne, car quand le pouvoir est absolu, la vérité ne vaut rien. Il ne reste qu'à regarder et ne pas comprendre. Un homme gagne sa vie en enregistrant les conversations des autres. Il est précis, professionnel, invisible. Mais cette fois, quelque chose cloche. Et quand il écoute attentivement, son monde commence à s'effondrer. Conversation secrète est un film sur le son, mais aussi sur le silence, sur la manière dont l'obsession du contrôle peut finir par te détruire. Gene Hackman incarne l'un des personnages les plus solitaires du cinéma. Taciturne, méthodique, paranoïaque. Coppola filme avec une froideur chirurgicale, laissant la tension monter sans explosion. Tout est contenu, jusqu'à ce que ça casse. Des années avant le scandale du Watergate, ce film prévenait déjà « Écoutez trop » peut te rendre fou. Et parfois, l'horreur ne réside pas dans ce qu'on entend, mais dans ce qu'on ne peut plus ne pas entendre. Un homme feint la folie pour échapper à la prison. Il pense avoir gagné. Mais ce qui l'attend dans l'hôpital psychiatrique est bien pire. Vol au-dessus d'un nid de coucou est un duel silencieux entre l'ordre et l'âme.
Jack Nicholson offre l'une des performances les plus vivantes du cinéma. Chaotique, libre, indomptable. Face à lui, l'infirmière Ratched, inhumaine, symbole du contrôle, de la norme, de l'anesthésie émotionnelle. Milos Forman ne dirige pas avec sentimentalisme, il dirige avec vérité. Et cela fait mal. Ce n'est pas juste une critique de la psychiatrie, c'est un hymne à la rébellion, à l'esprit humain, et au prix de ne pas rentrer dans le moule. Il y a du rire, il y a de la douleur, et un final que l'on n'oublie jamais. À partir d'ici, on entre dans le territoire des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Barry Lyndon raconte l'ascension et la chute d'un homme ordinaire dans un monde aristocratique, où seul compte l'apparence, et où l'âme ne vaut rien. Kubrick transforme chaque plan en tableau, chaque mouvement de caméra en partie d'échec. Tourné uniquement à la lumière naturelle et à la bougie, ce film a redéfini ce que pouvait être le cinéma visuellement. Mais ce n'est pas qu'une question de forme, c'est une tragédie glaciale. Une histoire d'ambition, d'hypocrisie et de fatalité. Ryan O'Neal incarne un personnage vide, car c'est ce que ce monde exige. Ici, pas de héros, juste des masques somptueux qui tombent avec élégance. Barry Lyndon, c'est la perfection incarnée. Orange Mécanique est l'un des films les plus controversés et subversifs jamais réalisés. Dans un futur dystopique, un jeune homme est accro à l'ultraviolence, et l'État, en tentant de le rééduquer, commet un crime encore plus grand: détruire son libre arbitre. Kubrick signe ici son œuvre la plus provocante. Il mélange musique classique et passages à tabac, ralentis et viols, couleurs vives et société morte. Malcolm McDowell est magnétique, répugnant, fascinant. Et derrière le spectacle visuel, une question dérangeante. Est-il pire de faire le mal ou de ne plus pouvoir choisir? Chaque plan est une géométrie malade. Chaque scène, un essai sur le pouvoir, la punition et la déshumanisation. Orange Mécanique, c'est du cinéma comme arme. Et même si tu veux détourner le regard, il est déjà trop tard. That's all I got. You got more. Give me more. I'm telling you, I got no money. Reach in your sock. You got more bread. That's it, man. Give me the rest of the fucking bread. Hey. Taxi Driver est le portrait ultime de la solitude moderne. Une spirale d'aliénation et de rage silencieuse qui finit par exploser. Un ancien marine insomniaque parcourt les rues de New York chaque nuit, cherchant un sens dans un monde qui n'en a plus. Les prostituées, la saleté, la violence, tous les cœurs. Et cela le ronge de l'intérieur. Robert De Niro livre la performance la plus troublante de sa carrière. Il ne joue pas, il s'efface, se dissout dans la folie. Scorsese filme comme si l'enfer guettait à chaque coin de rue. La ville est malade. Travis Bickle n'est que le symptôme le plus visible. La caméra le suit comme un spectre, pendant que son esprit pourrit lentement. Chaque phrase, chaque regard, chaque plan est une alerte. Parce que Taxi Driver, ce n'est pas un film, c'est une descente. Et quand il se termine, tu ne ressors pas indemne. Ce n'est plus du cinéma, c'est une hallucination. Une descente dans la folie déguisée en film de guerre. Et probablement le tournage le plus extrême jamais réalisé. Un capitaine reçoit une mission, s'enfoncer dans la jungle pour éliminer un colonel qui a perdu la raison et le contrôle. Ce qui suit n'est pas une guerre, mais un voyage au cœur des ténèbres. Apocalypse Now est un pur excès. Des bateaux en flammes, des jungles qui suintent la mort, des hélicoptères qui volent au son de Wagner, dans la plus grande scène de guerre jamais filmée. Coppola ne filme pas la guerre, il la vomit sur l'écran. Tout est au bord de l'effondrement. Et c'est précisément ce qui le rend légendaire. L'image est fébrile, le son hypnotique, chaque plan semble surgir d'un cauchemar tropical. Mais le plus effrayant n'est pas ce qu'on voit, c'est ce que ça révèle, que la folie n'est pas chez l'ennemi. Elle est en nous. Et une fois qu'on y entre, il n'y a plus de retour possible. Ici, c'est une égalité technique. Lequel est meilleur ? Celui qui a tout commencé ou celui qui a tout perfectionné ? En réalité, peu importe, parce que Le Parrain, ce n'est pas juste un grand film, c'est le film, le standard absolu, le sommet de la narration cinématographique.
Le Parrain et Le Parrain 2, ce ne sont pas deux histoires, c'est une tragédie épique en 2 actes. Une saga de transformation, d'héritage, de sang et de silence. Coppola filme tout comme une opéra, avec gravité, respect et une beauté douloureuse. Dans le premier, on assiste à la naissance du monstre. Dans le second, à son règne empoisonné. Brando devient une légende. Pacino, un psychopathe au glacé. L'image, la musique, les dialogues, rien n'est de trop. Chaque plan respire le pouvoir, la menace, l'élégance. Le Parrain ne parle pas de la mafia. Il parle de l'âme et de tout ce qu'on est prêt à perdre au nom de la famille. Ensemble, ces 2 films forment l'œuvre la plus parfaite que le cinéma ait jamais produite. Et voilà, le voyage touche à sa fin. Pas seulement à travers le cinéma des années 70, mais à travers certaines des plus grandes œuvres de l'histoire du 7e art. Laisse un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. On se retrouve très bientôt.